Bienvenue sur le ring, Hicham Adani. Merci beaucoup, cher Rachid, pour cette invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes consultant en intelligence économique et spécialiste en stratégie d'influence. C'est ça. Donc, merci d'avoir accepté de participer sur le ring l'ODJ TV Radio. Un ring qui est saucissonné en 3 rounds thématiques. Premier round, Arabie Saoudite-Iran, un nouveau front stratégique avec un point d'interrogation. Deuxième round, États-Unis, Europe et par extension l'OTAN. Est-ce qu'ils sont face à la Chine et à la Russie? Donc, du coup, est-ce qu'on est face à une nouvelle guerre des nouveaux blocs? Et troisième round, guerre Ukraine-Russie. Se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? Donc, avec un point d'interrogation, on reviendra sur tous ces aspects. Hicham Adani, sur cette reconfiguration, a priori, sur fond d'alliance stratégique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, est-ce que déjà c'est une surprise? Ah, clairement, c'est une surprise parce que, honnêtement, peu d'analystes s'attendaient à ce que ces deux pays puissent renouer leurs relations diplomatiques et surtout que ça se fasse sous l'égide de la Chine. Les analystes prédisaient plutôt des discussions entre Israël et l'Arabie Saoudite dans le cadre global des accords d'Abraham, mais coup de théâtre, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran qui renouent leurs relations diplomatiques. Mais en même temps, Hicham Adani, on n'a pas trop d'informations sur les dessous de l'accord. Qu'est-ce qui figure dans cet accord en dehors de la réouverture des ambassades respectives dans les 2 mois, oui. le respect de la souveraineté de chaque pays, en l'occurrence l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais après on ne sait pas trop quel a été réellement le deal. Oui, tout à fait. Alors, tout ce qu'on sait, comme vous avez dit, c'est ouverture des ambassades dans 2 mois, c'est non-ingérence de l'Iran dans les affaires de l'Arabie Saoudite et non-ingérence de l'Arabie Saoudite dans les affaires de l'Iran, mais on sait aussi qu'il y aura un volet de développment économique et sécuritaire. Ça, ce sont les dernières informations. Donc coopération économique et sécuritaire renforcée, tout à fait. Et également, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, a officiellement invité le président iranien de venir en visite officielle en Arabie Saoudite pour pouvoir justement discuter des détails. On va revenir sur tout ça, mais quand vous avez fait référence effectivement au rôle de la Chine. Oui. Donc on dit qu'ils ont été interlocuteurs, médiateurs, ils ont été le parrain aussi de cette réconciliation diplomatique. Que fait la Chine dans cette équation, et que fait la Chine surtout dans cette région? Alors, avant de donner tous les résultats pour la Chine, en fait, les premières discussions avaient commencé en Irak en 2021. Puis, il y a eu Oman qui avait aussi servi de médiateur dans ces pourparlers-là. Mais effectivement, c'est la Chine qui est venue, comment dirais-je, comme garant entre les deux pays. Et pourquoi la Chine? Parce que la Chine a une relation de neutralité avec ces 2 pays-là. Elle est beaucoup plus proche de Téhéran que de l'Arabie Saoudite. Pas forcément. La Chine, non? Pas forcément, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le premier fournisseur de pétrole des Chinois. Et 80% des hydrocarbures qui partent en Chine viennent du Moyen-Orient. Donc forcément, la Chine a une carte très importante à jouer dans cette région-là, qui est de sécuriser la grande partie de ces approvisionnements-là, et une confrontation Iran-Arabie Saoudite n'est pas forcément quelque chose, ou c'est quelque chose qui dérangerait forcément les intérêts économiques de la Chine. Et pétrolier et gazier. Tout à fait. Et les États-Unis, parce que par contre, là, on sait très bien que les ennemis jurés, en fait, en tout cas là où il y a énormément de tensions, c'est entre les États-Unis et la Chine. Quel est le regard que portent, selon vous, les États-Unis sur le rôle endossé par la Chine de médiateur? Certains disent que Joe Biden, c'est un affront en fait, que subit Joe Biden et l'administration Biden. Et certains considèrent que c'est une victoire, voire un sacre, en tout cas pour le président réélu chinois. Tout à fait, c'est clairement un sacre pour le président Xi Jinping, parce que on rappelle que depuis les accords de Quincy 1945, aucun pays en dehors des États-Unis n'est rentré dans cette région-là en tant que médiateur ou en tant qu'acteur principal. C'est la première fois qu'un autre intervenant, une autre puissance intervient dans la région. Donc effectivement, c'est une très grande victoire stratégique pour la Chine. On peut imaginer que les Américains étaient prévenus, ils savaient. Les Saoudiens ont prévenu quelques heures avant
que les accords soient signés, ont prévenu qu'il y allait y avoir cet accord-là. Est-ce qu'il faut y voir, Jamal Nani, aussi le fait que le roi Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite aussi, c'est une stratégie aussi d'émancipation pour sortir un petit peu de la pression et des mains américaines? Alors, en fait, il faut voir ça dans un cadre un peu plus global. Depuis que Mohammed Ben Salman est devenu prince héritier en Arabie Saoudite, il a émis le souhait que l'Arabie Saoudite sorte de l'influence et de la grande part qu'a le pétrole dans l'économie saoudienne. Et donc, pour pouvoir diversifier son économie, il avait besoin de pacifier son pays et d'ouvrir le pays à de nouveaux acteurs, à de nouveaux investisseurs. Donc ça rentre dans une stratégie globale globale, tout à fait. Et surtout, l'opposition qu'il y a avec les Houthis du Yémen handicapé justement cette vision 2030 qu'a MBS, Mohammed Ben Salman, pour pouvoir réaliser tous ces projets. Notamment, on voit qu'il y a des gros projets pharaoniques en termes d'infrastructures. On voit bien, vous l'avez dit, effectivement, cette visite aussi là, du président iranien qui a été reçu en grande pompe par le roi d'Arabie Saoudite. Maintenant, on se dit, voilà, on sait très bien aussi qu'entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, depuis 7-8 ans, depuis 7 ans précisément, oui. Les relations diplomatiques étaient rompues. Oui. Moi, c'est très bien qu'il y avait un conflit de leadership aussi sunnite et chiite. Tout à fait. Est-ce que là, ça veut dire que c'est totalement réglé, cet affrontement et cette confrontation sur le terrain idéologique entre leader chiite, en l'occurrence l'Iran, et leader sunnite, en l'occurrence l'Arabie Saoudite dans la région? Je ne pense pas que le volet idéologique va être totalement fermé. Je pense que les deux camps vont rester crampés sur leur idéologie. Arabie Saoudite va continuer à défendre le sunnisme, ouais. Et l'Iran va continuer, bien entendu, à défendre le chiisme. Ça, je pense que c'est ancré, c'est gravé dans le marbre. Avec plus de modération, mais plus avec de modération. L'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'il y a des canaux, des discussions qui sont directs, ouverts, pas besoin d'intermédiaires, et ça facilitera de trouver des compromis sur beaucoup de points. Et d'éviter d'arriver à des situations de tension. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de passer au deuxième round, Jamal Nani, c'est parce qu'il y a d'autres pays aussi sunnites dans la région qui sont alliés de l'Arabie Saoudite, des alliés stratégiques. D'ailleurs, on peut parler du Maroc. Oui. En l'occurrence, mais également de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar qui est resté silencieux, du Bahreïn. Il n'y a que les Émirats Arabes Unis qui ont bougé. Eux, ils se sont reconnectés aussi diplomatiquement avec l'Iran. Mais ça veut dire quoi pour les autres pays? La Jordanie, la Turquie, l'Égypte, le Qatar, le Bahreïn? Alors le Qatar a su lier cet accord parce que le Qatar avait toujours continué à discuter, notamment pendant la période où elle avait été isolée du Conseil du Golfe. Elle avait continué à discuter avec l'Iran. Les autres pays, y compris le Maroc, et comme beaucoup d'autres pays, sont dans une attitude d'observateurs. Ils sont en train de regarder comment les choses vont pouvoir évoluer, parce qu'il est encore vraiment trop tôt pour pouvoir donner une réelle évolution, pour dire est-ce que c'est vraiment une évolution stratégique, c'est-à-dire à long terme, ou bien juste une opération tactique pour pouvoir... Pour vous, c'est quoi aujourd'hui? Vous consultant en intelligence économique, spécialiste en stratégie d'influence, est-ce que pour vous c'est une stratégie long terme ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas tenable sur le moyen terme? Je pense que ça pourra évoluer. Pour l'instant, c'est uniquement tactique. Parce que les Saoudiens ont vu qu'en 2019, quand les Houthis ont attaqué les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite, il n'y a eu aucune réaction de la part de l'Arabie Saoudite. Et ça a quand même touché 5% de la production mondiale du pétrole. Donc c'était quelque chose de grave. Et je pense que c'était un déclic pour les Saoudiens de chercher justement à se rapprocher, à réchauffer les relations avec l'Iran. L'Iran était isolé également de son côté. Donc je pense que tous les deux avaient intérêt à ce qu'il y ait ce rapprochement-là. Oui. Voilà. Juste dernière petite question, parce qu'il y a aussi un conflit à l'extérieur de l'Arabie Saoudite et de l'Iran entre ces deux pays, c'est au Yémen, qui est un terrain de guerre depuis plusieurs années, et où il y a un affrontement effectivement entre l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement en place et les forces en place, et Téhéran qui soutient, eux, le rebelle Houthi. Est-ce que là, toute la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers un cessez-le-feu ou pas, vu qu'il y a une réconciliation aujourd'hui diplomatique entre les deux pays? Comme on l'a dit en introduction, un des termes de l'accord entre les deux pays, c'est la non-ingérence d'un pays dans les affaires internes de l'autre pays. Donc forcément, les Houthis étaient un outil de nuisance
pour les intérêts saoudiens. Donc clairement, l'Iran va demander on va vers l'apaisement selon vous. Pour que les choses se calment et pour qu'on puisse regarder d'autres problèmes qui seraient un peu plus graves encore. Donc pour vous, un cessez-le-feu dans cette guerre yémen qui a fait des milliers de morts. Des ravages, de la famine, beaucoup de... complètement. Malheureusement, beaucoup de... Ouais. Merci. On va passer au deuxième round sur autre sujet aussi qui est d'actualité dans cette nouvelle carte géopolitique mondiale qui est en train de se dessiner, qui n'arrête pas de bouger, rien n'est figé. États-Unis, Europe, OTAN, Chine, Russie. Est-ce que là aujourd'hui on assiste à une reconfiguration des blocs dans cette région avec des nouveaux blocs qui se constituent et qui pourraient d'ailleurs se traduire par des conflits, en tout cas armés? Alors, en fait, depuis la fin de la guerre froide en 1991, le monde n'a pas cessé d'évoluer et beaucoup de choses se sont accélérées depuis les attentats du 11 septembre 2001. En fait, il était beaucoup plus simple de comprendre les situations pendant la période de guerre froide parce qu'on avait deux blocs. Donc les choses étaient plus lisibles plus facilement. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées. Il y a des blocs qui se font, qui se défont. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu en 2008 la crise du subprime. Là, on a une crise bancaire qui est un peu très difficile. Et donc tout ça joue sur les différentes évolutions stratégiques, géopolitiques entre pays, blocs, puissances. C'est-à-dire que tout est en train de bouger aujourd'hui. Voilà, tout ce qui existait auparavant en termes d'équilibre géopolitique, de blocs régionaux, parce qu'on dit qu'il y avait 4-5 blocs régionaux qui étaient éclatés à travers le monde. On dit qu'il y a une reconfiguration et que tout est mis sur la table. Tout est mis sur la table, beaucoup de choses vont changer. Le monde évolue aujourd'hui sur un échiquier mouvant et de plus en plus rapide. Et donc chacun cherche à se positionner selon ses propres intérêts en fait. Donc les intérêts par rapport au fait que, on voit bien qu'il y a les intérêts croisés entre les États-Unis et l'Europe et l'OTAN, surtout à la lumière du déclenchement de la guerre en Ukraine, et l'invasion russe sur le territoire ukrainien. On voit que la Chine aussi s'est rapprochée un petit peu plus de la Russie, même si elle a toujours été proche, mais là un petit peu plus à la lumière de ce conflit qui dure depuis un an. Et voilà, est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, se dire je vous menace, tu me menaces, et voilà, donc c'est une guerre à distance, guerre psychologique. Peut-être qui se tient à distance aujourd'hui. Alors là, en fait, on a ce qu'on appelle le monde occidental, qui souhaite garder l'influence qu'il a sur le monde. Et donc son hégémonie. Son hégémonie à travers le monde. Et on a ce qu'on appelle le groupe des BRICS, qui souhaite justement s'émanciper de cette hégémonie occidentale et de dessiner un monde multipolaire où les pays du Sud veulent également avoir leur place et leur mot à dire. Et les BRICS veulent s'ériger en porte-parole justement de ce monde sud global pour contrecarrer l'influence occidentale. Mais contrecarrer l'influence occidentale, c'est intéressant, effectivement, Hicham Nani. Est-ce que ces pays, en tout cas, qui veulent se défaire un petit peu de cette hégémonie occidentale et américaine, essentiellement, est-ce qu'ils sont prêts à jouer la carte de Vladimir Poutine, qui serait un peu le fer de lance et qui endosserait le leadership là-dessus? Parce que c'est risqué, non? C'est certes risqué, mais on l'a vu lors des différents votes des résolutions contre l'URSS aux Nations Unies. On a bien vu que beaucoup de pays africains, asiatiques, soit se sont abstenus ou n'ont pas du tout voté contre la résolution qui condamne la Russie. La Chine, la même chose, a été un soutien pour... Donc on voit que même des petits pays... Au départ, la Chine, c'était la neutralité, ensuite c'était la neutralité positive. C'est ça. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'à cette époque-là, effectivement, ces votes de résolution onusienne à l'égard de Vladimir Poutine et donc de la Russie, certains observateurs avertis disaient mais c'est parce que ces pays-là ont peur de la Russie, parce qu'il y a une dépendance pétrolière, parce qu'il y a une dépendance gazière, parce qu'il y a une dépendance aussi en matière alimentaire, mais surtout pétro-gazière, et que c'est pour ça que ces pays-là ne sont pas positionnés. Est-ce que là, aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis n'ont-ils pas les moyens, eux, de faire pression, de faire suffisamment pression pour de rallier un maximum de pays dans leur rang? D'où ce balai diplomatique incessant. Et, on est dans la surenchère diplomatique aujourd'hui. La surenchère diplomatique, exactement. Et je pense que les petits pays, maintenant tous les pays cherchent leur intérêt. Et donc, ça va être au plus offrant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on est dans des choix plus tactiques que stratégiques aujourd'hui. Et que la visibilité, on va dire long terme, ne se dessinera pas tout de suite.
Donc on est sur le court terme. On est encore dans ce début de repositionnement géostratégique de tout le monde. Est-ce que le déterminant, et ce qui pourrait faire pencher la balance en tout cas, ou donner plus de clarté selon vous, Hicham Nani, c'est l'issue de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Parce que très souvent, voilà, il y a des pronostics qui disent voilà, la Russie ne peut pas perdre parce que si Poutine ne peut pas perdre, l'Ukraine aussi. Donc voilà, parce qu'il y a l'Europe qui soutient et les Américains. Est-ce que le déterminant de la nouvelle carte et les nouveaux équilibres régionaux, selon vous, c'est intimement lié au sort de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Alors forcément, Poutine ne voudra perdre et il fera tout pour ne pas perdre. Maintenant, on entend des voix qui s'élèvent aux États-Unis, notamment auprès de beaucoup de think tanks influents à Washington. Et un des plus importants, c'est la Rand Corporation, qui vient de publier récemment une étude favorisant des pourparlers directs entre Zelensky et Vladimir Poutine. Et surtout, la Chine aussi, d'ailleurs. Surtout pour dire aux Américains qu'une guerre trop longue nuirait aux intérêts américains. Parce que pour les Américains, il ne faut pas oublier que le principal adversaire, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine. Voilà. Et donc, il ne faut pas se disperser et il faut se focaliser sur l'objectif, c'est de combattre la Chine économiquement pour garder la surpuissance américaine. Troisième round, guerre Ukraine-Russie, ça fait un peu plus d'1 an, c'était le déclenchement de la guerre, je le rappelle, le 24 février 2022. La thématique de ce round, guerre Ukraine-Russie vers une troisième guerre mondiale selon vous? Parce que là, les avis sont partagés à travers le monde entre ceux qui disent oui, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. D'autres considèrent que ce n'est pas faisable parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un conflit sous la forme d'une guerre mondiale. Votre point de vue là-dessus? En fait, aujourd'hui, quand on dit troisième guerre mondiale, on pense tout de suite à guerre nucléaire. Et donc forcément, personne, ni d'un côté ni de l'autre. Je ne pense pas qu'on a des fous qui sont en manette. Et donc, aucun intérêt à ce qu'on arrive à ce point-là. Donc, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. En revanche, plus la guerre dure et plus les risques d'escalade, que ce soit au niveau vertical ou horizontal, vont s'accentuer. J'explique. Donc, qui dit risque vertical, c'est-à-dire qu'on va utiliser des armes de plus en plus lourdes, de plus en plus létales et qui feront de plus en plus de victimes. Et pour ce qui est le risque horizontal, c'est que ce conflit-là se propage à des pays voisins comme la Moldavie, comme la Pologne. Parce qu'il y a une vraie menace aussi là-dessus, ces pays qui sont considérés menacés par la Russie. Oui. Vous avez parlé d'armes létales. Oui. Et on a parlé d'ailleurs depuis le début de ce ring avec vous, Hicham El Hanni, on a parlé beaucoup de la Chine. Oui. Aujourd'hui, ce qui est sur la table aussi, c'est d'ailleurs il y a eu cette visite du président chinois qui a été reçu lui aussi en grande pompe au Kremlin à Moscou. Tout à fait. Est-ce que la Chine va livrer ou pas des armes et des armes létales à la Russie, ce que souhaite Vladimir Poutine depuis plusieurs mois? Je ne pense pas que la Chine va voudra livrer des armes, mais en revanche, l'intérêt de la Chine, c'est que la Russie ne s'affaiblisse pas. Parce que la Russie a besoin de la Chine, et la Chine a besoin de la Russie pour contrer justement l'influence occidentale en fait, ce qui unit la Chine et la Russie, c'est qu'ils ont un ennemi commun, à savoir les États-Unis. Les États-Unis et plus généralement l'OTAN et le monde occidental. Parce qu'eux, ils parlent plus en monde occidental que États-Unis. A priori, même si ça bouge tous les jours, oui. Mais la Russie, c'est une guerre qui traîne en longueur, se retrouve aussi un peu en difficulté. Au départ, ça devait être réglé en quelques semaines, maintenant ça fait plus d'1 an et c'est toujours pas réglé. Est-ce qu'il y a le risque justement d'un affaiblissement réel de la Russie et que du coup, la Chine se voit aussi un peu dans l'obligation pour maintenir la Russie la tête hors de l'eau, de fournir des armes létales et là du coup, on se rapprocherait encore un petit peu plus d'une troisième guerre mondiale? Alors en fait, je pense que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de garder un certain équilibre de force. Il ne veut pas mettre toutes ses forces dans la bataille même si au niveau des opinions publiques occidentales, la guerre est déjà perdue, voilà, mais il reste tous les pays du Sud pour lesquels, c'est certain, Vladimir Poutine a une sympathie. Alors tout le monde disait qu'avec les sanctions économiques, la Russie allait s'effondrer. Et c'est complètement le contraire qui s'est avéré. Il y a le FMI qui a sorti les prévisions de croissance pour la Russie. Alors, 2021, on a eu moins 0,2%. Pour 2023, on prévoit plus 1,2%. Et pour 2024, on prévoit plus de 2%. C'est-à-dire plus que
l'Union européenne, plus que la France, plus que l'Allemagne, plus que les États-Unis. Mais donc pour vous, le spectre d'une troisième guerre mondiale, pour vous, s'éloigne? Non, oui, clairement. Clairement, parce que les États-Unis, c'est pas avec la Russie qu'ils souhaitent avoir une confrontation directe, si jamais une confrontation directe. Même si on fait référence à l'histoire, Hicham Adnani, à savoir que les deux premières guerres mondiales ont toujours démarré sur le territoire européen. Tout à fait. Même si à l'époque c'était démarré en Autriche, mais voilà, certains historiens aussi, voilà, il y a tous les ingrédients et l'histoire est là et des fois l'histoire se répète et que du coup effectivement on n'a jamais été aussi près, aussi proche d'un conflit armé qui soit généralisé et donc une guerre mondiale. Non, honnêtement, moi je ne pense pas du tout. Pour moi, les enjeux géostratégiques, c'est plus dans la zone Indo-Pacifique, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faudra observer parce que on est dans une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, une guerre qui a pour centre Taïwan, premier producteur de semi-conducteurs. Complètement. 90% des semi-conducteurs les plus importants sont fabriqués à Taïwan. Et donc du coup, si la Chine encercle Taïwan ou attaque Taïwan, eh ben, ça priverait l'Occident de puces dont elle a besoin pour tout. C'est quoi, c'est un deal aussi, se dire pour les Américains de dire voilà, vous touchez pas l'Ukraine, et pour le message qu'envoient les Américains aux Chinois, ne touchez pas Taïwan? C'est le discours aussi que fait la Chine avec les États-Unis. Ils disent comment vous nous demandez de dire à la Russie de respecter l'intégralité territoriale de la Russie et vous ne respectez pas la nôtre parce qu'eux ils considèrent que là. Et comment vous dites qu'il ne faut pas livrer des armes à la Russie et vous livrez des armes à l'Ukraine. Donc dans ce discours-là, voilà, ils disent qu'il y a un double standard, il y a beaucoup de choses. Mais moi j'aimerais vraiment qu'on focalise notre regard sur la zone Indo-Pacifique, c'est là où les choses vont se passer. Et c'est là où hasard ou coïncidence, c'est là où les Américains sont positionnés depuis des années aussi, parce qu'on dit qu'ils ont reconcentré toute leur stratégie, toute leur diplomatie au niveau du Pacifique, considérant que c'est là où les enjeux d'aujourd'hui et demain allaient se dérouler. Exactement. Et c'est là où les États-Unis aident à armer le Japon, l'Australie, et à protéger la Corée du Sud aussi. La Corée du Sud, exactement. En fait, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire le quadrilatère sécuritaire. C'est 4 pays, Australie, Japon, Inde et États-Unis. C'est pour pouvoir un peu encercler la Chine. Mais la Chine, la Chine, c'est son tout. La Chine est en train d'affirmer en tout cas son rôle aussi de leader et de superpuissance, y compris sur le sol européen. Parce en se rapprochant de la Russie, il montre aussi au monde entier, y compris aux Européens et aux Occidentaux, que c'est aussi et aujourd'hui avant tout une superpuissance militaire. Puissance militaire, aussi puissance économique. En fait, la Chine a commencé à développer son influence à travers exclusivement le volet économique et à travers ce qu'on appelle la route de la soie. Là, par exemple, vous parlez de l'Europe. Quand on voit la Grèce, la plupart des ports et des aéroports ont été rachetés par les Chinois. C'est-à-dire que la Chine a déjà son pied en Europe. Comme la plupart des ports et des aéroports sur le continent africain. Exactement. Merci en tout cas à vous, Hicham Adnani, pour cet éclairage analytique sur à la fois ce rapprochement, ce réchauffement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui était une surprise, ce n'était pas prévu, mais on voit les choses qui sont en train de s'accélérer. Peut-être on connaîtra un peu plus les dessous de cet accord et de ce deal aussi entre ces deux pays forts et de puissance de la région du Moyen-Orient. Et pour vous, vous écartez l'hypothèse, l'option d'une troisième guerre mondiale à la lumière de ce conflit en Ukraine. Ukraine et Russie qui s'enlisent, mais vous dites que ce n'est pas possible parce que personne, de toute façon, aucun pays n'a intérêt à une troisième guerre mondiale. Exactement. Merci en tout cas à vous, Hicham Adnani, je rappelle consultant en intelligence économique et spécialiste en stratégie d'influence. Merci beaucoup, Sarachid. Et la diplomatie, c'est l'influence avant tout, non? Ah, tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, très bientôt.